À la une de l'actualité, l'ouverture ce mercredi du 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Yamoussoukro. 17 chefs d'État prennent part à la rencontre de haut niveau qui traite de la situation au Mali, la transition bissau-guinéenne et le renouvellement des instances de l'organisation. Séance de travail hier soir à la primature entre le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, et les administrateurs de la Banque africaine de développement BAD. Les échanges ont porté sur le constat fait sur le terrain par la délégation de la BAD quant à l'avancée des travaux des sites en réhabilitation. Et puis, à la veille de sa démission historique, le pape Benoît XVI a été acclamé par une foule chaleureuse aujourd'hui au Vatican. Il a assuré que Dieu ne laisse pas couler la barque de l'Église. À cette occasion, l'homme de 85 ans a détaillé les grandes étapes de son pontificat. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur RTI 1 et bienvenue dans le 20h. Tout d'abord, l'ouverture aujourd'hui du 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. 17 chefs d'État participent au sommet qui prend fin demain. 14 sur les 15 chefs d'État de la CEDEAO sont présents à Yamoussoukro. Un absent, le Cap-Vert. Prennent part aussi à ce sommet 3 chefs d'État hors CEDEAO, les présidents du Tchad, du Burundi et de la Mauritanie. Ils prennent tous part à ce sommet ouest-africain avec en toile de fond la situation au Mali, la transition bissau-guinéenne et le renouvellement des instances de l'organisation. La rencontre de haut niveau s'est donc ouverte ce mercredi à Yamoussoukro. L'ouverture des travaux a été faite par le président en exercice de la CEDEAO, le président Alassane Ouattara. Les précisions de Jérôme Kofi Aboulin. Ce sont des ovations ou des applaudissements nourris dans une salle réfugiant du monde qui ont accueilli les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, conduits par le président de la conférence, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, à l'occasion de la 42e session ordinaire de la communauté, ce mercredi 27 février 2013 à Yamoussoukro. Le président Alassane Ouattara, en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, a d'abord souhaité la bienvenue avant de faire le bilan de ses activités, marquant ainsi l'ouverture des travaux. Pour lui, nonobstant tout ce qui a été fait, il y a encore fort à faire face au terrorisme sur le continent, à l'exemple de la situation au Mali. Les enjeux sont immenses et beaucoup reste à faire pour accroître la compétitivité régionale. Face aux défis multiformes d'un monde en pleine turbulence financière, notre sous-région ne pourra donner le meilleur d'elle-même qu'en favorisant l'adoption et la mise en œuvre de décisions courageuses qui participent de sa transformation en un pôle de stabilité, d'émergence et de croissance économique. Nous disposons du potentiel, des ressources et d'une force de création et de travail indiscutable pour réussir le pari de l'industrialisation et de la transformation de nos matières premières. Ainsi, l'amélioration des performances institutionnelles, comme nous l'avons décidé au cours de l'année écoulée, découlera de la réussite des réformes hardies que nous nous sommes engagés à imprimer aux structures de conception et d'exécution de notre organisation commune. Emboîtant le pas au président Alassane Ouattara, le président tchadien Idriss Déby, pour expliquer l'engagement de son pays dans la crise malienne, en a appelé à des actions plus concrètes, invitant surtout l'armée malienne à s'engager résolument dans le nord du pays afin de sortir le Mali de cette tourmente. Tout en notant que l'heure est grave, car le Mali est menacé dans ses fondements, je voudrais m'adresser aux autorités de transition, aux leaders politiques, à la société civile et aux soldats, dignitaires religieux du Mali, de se surpasser et de faire taire les dissensions internes en privilégiant le dialogue et d'en favoriser les conditions permettant d'une réconciliation nationale. À vous, mes frères d'armes militaires maliens, votre place est au front pour accomplir la mission qui est la vôtre, c'est-à-dire de défendre la souveraineté et l'intégrité du Mali. Nous vous attendons dans le nord, à la lisière de la frontière de l'Algérie, pour nous rejoindre. Même son de cloche pour le président de la commission de la CEDEAO, Désiré Kadri Ouédraogo,
Le commissaire pour la paix et la sécurité de l'Union africaine, ainsi que le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Saïd Gunit, et le Premier ministre marocain. Ils se sont succédés pour apporter leur contribution au succès de la 42e session ordinaire de la CEDEAO, non sans insister sur la nécessité de transformer, le cas échéant, la MISMA en une force de maintien de la paix au Mali sous la houlette de l'Organisation des Nations Unies. Les travaux de cette session à huis clos étant consacrés notamment à l'adoption de l'ordre du jour, avec surtout la situation au Mali et l'élection du nouveau président de la conférence pour succéder au président Alassane Ouattara, arrivé à la fin de son mandat. Lui aussi prend part à ce 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Outre la rencontre de Yamoussoukro, le président du Nigeria, Goodluck Jonathan, effectuera une visite d'État en Côte d'Ivoire du 1er au 2 mars prochain. C'est ce que nous dit Awa Touré. Le président de la République fédérale du Nigeria, Goodluck Jonathan, a foulé le sol de la capitale politique ivoirienne ce mercredi 27 février à 9h45. Le président Goodluck Jonathan, qu'accompagnait son épouse Patience Jonathan, a été accueilli au bas de l'échelle de coupé par le président de la République Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara. Le chef de l'État nigérien, médiateur associé, vient participer au 42e sommet ordinaire de la CEDEAO. Il entame également, à partir du vendredi 1er mars, une visite d'État en Côte d'Ivoire. ECOWAS summit, because you know the circumstances now, you know the situation in Mali. Concernant le sommet de la CEDEAO, vous connaissez les circonstances, vous connaissez la situation au Mali, en Guinée. La CEDEAO se rencontre pour s'assurer que les États sont proprement gouvernés de façon totalement acceptable. Des problèmes similaires ont été résolus plus tôt et nous avons la ferme conviction que ces cas seront rapidement résolus. Concernant la visite d'État, je pense que c'est une bonne chose car la Côte d'Ivoire et le Nigeria entretiennent de bonnes relations depuis de nombreuses années et maintenant il s'agit pour nous d'ouvrir un nouveau chapitre entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria et même plus loin au niveau même de la région, c'est-à-dire de la CEDEAO. Les modèles économiques nigériens et ivoiriens peuvent être mis à contribution. Heureusement, la Côte d'Ivoire est francophone et le Nigeria anglophone. Donc ces différences peuvent nous permettre d'enrichir notre collaboration. Cela nous aiderait à résoudre les problèmes de la CEDEAO également. Pour cette visite d'État, le président du Nigeria, Goodluck Jonathan, aura des entretiens avec le président Alassane Ouattara. Il sera reçu à l'Assemblée nationale le samedi 2 mars. Le chef de l'État nigérien va rencontrer toujours le samedi 2 mars les opérateurs économiques ivoiriens et la communauté nigériane en Côte d'Ivoire. Et puis ce télégramme officiel adressé par le président Alassane Ouattara à son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec tristesse et consternation que j'ai appris la nouvelle du décès de 23 soldats tchadiens tombés au champ d'honneur le vendredi 22 février 2013 lors d'opérations militaires engagées contre les djihadistes dans le massif de l'Adrar des Ifogas au nord du Mali, ayant également fait de nombreux blessés. La mort de ces vaillants soldats est une grande perte non seulement pour le peuple tchadien, mais aussi pour les peuples de la CEDEAO, auprès desquels le contingent tchadien est engagé dans le cadre de l'accomplissement de la noble mission de rétablissement de la paix et de la sécurité dans la zone sahélo-saharienne. En m'associant au deuil qui frappe le peuple frère du Tchad, je voudrais vous demander de bien vouloir transmettre aux familles des victimes mes sincères condoléances et aux blessés mes vœux de prompt rétablissement. C'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Quand on parle de sommet de chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, il y a certes le volet solennel, mais il y a aussi les à côté. Faisons un tour dans les coulisses de ce rendez-vous ouest-africain. C'est avec Eugène Atoubé. Ce mercredi matin, 11h, 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Nous sommes à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Dehors, tout est calme. Le dispositif de sécurité très pointilleux est en place. Aucun détail n'est négligé. À la montée des escaliers qui mènent à la salle réservée au sommet, le contrôle est très strict et méticuleux. On remarque qu'il y a encore de nombreuses personnes et des délégations entières qui cherchent désespérément à accéder à la salle, sans succès. On dit papa, non, papa, on va rentrer.
que c'est la salle est remplie. Donc c'est vrai, c'est qu'on veut, nous on veut rentrer forcément pour aller regarder les présidents, ce qu'ils vont dire. Une fois que les délégation sénégalaise, c'était déjà enlevé. Maintenant, il y avait 3 personnes minimum ou 2 personnes. On était obligé d'enlever 3 personnes pour les remplacer. Il y a même plus de sièges à la fin. Les éléments en charge de la sécurité ont eu du fil à retordre avec la population qui allait de pardon en supplication dans l'espoir de rejoindre les autres invités dans la salle de réunion. En vain. Respect de consignes oblige. Un tour dans la salle réservée au sommet et nous réalisons qu'il ne reste quasiment plus de place disponible. Ce petit garçon venu avec sa mère, assis sur les marches des escaliers, a longtemps pleuré pour avoir été refoulé. Toutefois, réconforté d'avoir pu saluer devant notre caméra le président de la République. Bonjour président. Ça me fait mal. Depuis 5 heures, mon fils est arrivé pour nous qu'il vienne voir le président. Arrivé ici, on dit non qu'il ne faut pas qu'il va rentrer. La mobilisation des populations à ce 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a été bien préparée, de sorte que l'on note le non-accès à la salle de centaines de personnes. Une situation visiblement harassante. Tout aussi harassante, la canicule en cette période de sécheresse difficilement supportable pour tous ceux qui sont restés dehors, vaincus par le soleil, la fatigue et la faim. Leur salut, la présence des vendeuses et autres commerçants proposant de quoi à mettre sous la dent et dans le ventre. On traîne dans le soleil, on n'a pas de place pour nous, on est là, on traîne comme ça. Bon, on cherche les moyens pour chercher à boire. Les grands hôtels, nous, on ne peut rien acheter là-bas. On sort dehors, on paye les choses à manger et puis de l'eau comme tout. Quand on vient vendre de l'eau, ça marche beaucoup. Si ça ne tenait qu'à moi, même tout le temps, ils n'ont qu'à venir même là, ça va beaucoup nous arranger. C'est ce qui nous arrange, ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir. La côte, Yamsogo même est ouvert même pour eux, ils n'ont qu'à venir tout le temps. Joie et bonheur des petits vendeurs et commerçants durant cet autre sommet de la CEDEAO à Yamoussoukro. Un bénéfice énorme pour cette cité où l'activité économique à pareil moment connaît un regain de vitalité. On parle maintenant économie. Une forte délégation de la Banque africaine de développement BAD est à Abidjan. Une visite de travail pour préparer le retour de l'institution en Côte d'Ivoire. Il y a eu cet après-midi à l'Hôtel Ivoire une réunion des conseils d'administration du groupe de la BAD. 10 ans après la délocalisation de l'institution à Tunis, c'est la première fois qu'une telle réunion se tient en Côte d'Ivoire. Si rien n'a filtré de cette réunion, présidée par le président de la BAD, Donald Kaberuka en personne, le retour de la BAD à Abidjan et l'examen des opérations en faveur des pays membres étaient au cœur des discussions. Et puis, sur le même sujet, cette séance de travail hier soir à la primature entre le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, et des administrateurs de la banque. Les échanges ont porté sur le constat fait sur le terrain par la délégation de la BAD quant à l'avancée des travaux qui conditionnent la feuille de route de redéploiement de l'institution en Côte d'Ivoire. On en parle avec Alexis Ouetraogo. Collège Jean Mermoz de Cocody ce mardi. Les administrateurs de la Banque africaine de développement BAD constatent que les travaux de réhabilitation de l'établissement n'ont pas encore commencé. Au lycée américain, le constat est le même. Actuellement, le site est occupé par nos amis de l'ONICI. L'État doit négocier leur départ pour nous permettre de réhabiliter le site. Le collège Mermoz, on a un problème au niveau du choix de l'opérateur et c'est en train de se régler. Selon les administrateurs de la BAD, les travaux de réhabilitation de ces deux écoles, censées accueillir leurs enfants, devraient commencer ce mois de février. Ici, les émissaires de la banque se font expliquer l'état d'avancement des travaux de l'immeuble CCIA. L'édifice a été offert par l'État de Côte d'Ivoire pour abriter les bureaux du conseil d'administration de la Banque africaine de développement d'ici à fin septembre 2013. Les travaux sont relativement bien avancés, mais qu'il faudra encore faire beaucoup d'efforts pour être vraiment au rendez-vous. Le Bureau national d'études et de développement technique, BNET, maître d'œuvre de l'ouvrage, rassure. Le délai sera respecté. Nous sommes autour de 70% des approvisionnements du matériel qui sont déjà arrivés, réceptionnés et stockés sur le chantier. Pour ce qui concerne la mise en œuvre de ces matériaux, nous sommes à peu près à 40% d'exécution. Fin septembre 2013, nous maîtrisons parfaitement ce délai et s'il plaît à Dieu, on pourrait même finir un peu plus tôt. La réhabilitation de l'immeuble CCIA va coûter des dizaines de milliards de francs CFA à l'État. Délocalisé en Tunisie en 2002, à la suite de la crise militaro-politique, le retour de la BAD à Abidjan a été décidé par le conseil d'administration en mai 2012 à Arusha, en Tanzanie.
Vous venez plutôt de suivre la visite des administrateurs de la BAD sur les sites en réhabilitation, notamment l'immeuble CCIA, le collège Mermoz et le lycée américain de Cocody. On reviendra certainement sur la rencontre entre ces administrateurs et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Mais avant, un invité dans cette édition, M. Amadou Koné, administrateur de la BAD. Bonsoir. Bonsoir, M. Derasouba. Alors, Monsieur le ministre, quels sont les principaux enjeux de cette forte présence des administrateurs de la BAD à Abidjan? Tout d'abord, je saisis cette occasion pour remercier les autorités ivoiriennes pour l'accueil qui a été réservé à l'organe suprême exécutif de la Banque africaine de développement et indiquer que nous sommes à Abidjan pour apporter premièrement notre soutien au gouvernement et féliciter le gouvernement pour l'important travail qui est fait dans le pays depuis la prise de fonction du président Alassane Ouattara. Et deuxièmement, vous savez que nous avons adopté au conseil d'administration et ensuite à Tokyo récemment une feuille de route pour le retour de la banque. Faire l'évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route en ce qui concerne la préparation du retour et enfin discuter avec le pays de la coopération entre la banque et la Côte d'Ivoire. Alors, on vient de voir tout à l'heure un élément nous parlant de la visite que vous avez effectuée sur les lieux en réhabilitation. Au niveau de la feuille de route dont vous parliez tout à l'heure, du calendrier, est-ce que les choses évoluent bien ici à Abidjan? Les choses évoluent bien, mais il faudra accélérer un certain nombre de choses encore. Il faut savoir qu'au mois de mai prochain, en principe, devra être prise la décision formelle de retour de la banque. Même si dans le principe cette décision a été déjà prise de façon formelle, les gouverneurs devront adopter une résolution pour enclencher le retour de la banque à Abidjan. Mais il était important qu'avant cette décision formelle, qui je l'espère va être prise dans 2 mois, que les administrateurs qui inspirent les décisions des gouverneurs viennent eux-mêmes ici pour voir ce qui se passe. Alors dans le groupe d'administrateurs, vous avez quelques-uns qui ne connaissent pas Abidjan, qui ne sont jamais venus à Abidjan. Il était important pour nous que ceux-là viennent à Abidjan pour mieux inspirer la prise de décision de leur gouverneur. La deuxième chose que je voudrais ajouter est qu'au niveau des infrastructures, notamment au niveau des infrastructures, les choses avancent assez bien, même si nous avons quelques inquiétudes en ce qui concerne le logement, le retard pris pour les écoles. Le gouvernement nous a d'ailleurs assuré que tout sera mis en œuvre en ce qui concerne les engagements du gouvernement pour que les délais tels que convenus dans la feuille de route soient respectés. D'accord, Monsieur le ministre, on aura l'occasion d'échanger encore une fois avec vous. On va suivre ce reportage, toujours sur le même sujet. Cette séance de travail hier soir à la primature entre le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, et des administrateurs de la banque. Les échanges ont porté sur le constat fait sur le terrain par la délégation de la BAD quant à l'avancée des travaux. Alexis Ouedraogo. La réunion du conseil d'administration de la Banque africaine de développement BAD a ouvert ses portes ce mercredi à Abidjan. Bien avant, mardi soir à la primature au plateau, au terme de leur visite de terrain sur les sites des prochains logements de l'institution, du siège de la BAD et des écoles françaises, les administrateurs ont tenu à faire le point au chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan. Nous lui avons rendu compte de la visite que nous avons effectuée sur le terrain et les collègues du conseil d'administration ont eu l'occasion de lui poser toutes les questions qu'ils ont voulu, non seulement sur le plan technique, mais également sur le plan politique, sécuritaire, etc. Monsieur le Premier ministre nous a donné des réponses exhaustives et rassurantes et nous a confirmé l'engagement de la Côte d'Ivoire de travailler côte à côte avec la Banque africaine de développement afin d'aller de l'avant pour la réalisation des différents déclencheurs et conditions de retour de la banque le plus rapidement possible en Côte d'Ivoire. L'administrateur pour la Côte d'Ivoire au sein de la BAD précise que le président de l'institution, Donald Kaberuka, manifeste la ferme volonté de retrouver le siège d'Abidjan. Quelques heures avant, le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, a reçu une délégation de la communauté libanaise. Il s'est agi de renforcement de coopération entre les deux pays.
on va fortifier entre les deux pays. Nous avons parlé sur la visite officielle de notre président, général Michel Sleiman, qui sera effectuée le 14, 15, 16 mars ici au Côte d'Ivoire. Cette visite est la première d'un président libanais en Côte d'Ivoire depuis près de 52 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. L'administrateur de la BAD pour la Côte d'Ivoire est sur notre plateau, le ministre Amadou Koné. Alors, à ce stade de notre entretien, qu'est-ce qu'il reste à faire pour que le siège de la BAD revienne en Côte d'Ivoire? La principale préoccupation pour les membres du conseil d'administration est la question du logement. Le Premier ministre hier nous a rassurés pour nous dire que les logements seront disponibles dans les délais tels que convenus dans la feuille de route. Il y a également la question de réhabilitation donc, du collège Mermoz et du lycée américain. Je voudrais profiter donc de votre antenne pour lancer un appel donc à nos frères et sœurs et leur expliquer, leur dire que la banque viendra vaille que vaille parce que le siège de la banque c'est Abidjan et c'est statutaire. La question qui était posée et la préoccupation essentielle en ce qui concerne le retour de la banque était liée à la sécurité. La sécurité est totalement satisfaisante. La banque peut travailler dans d'excellentes conditions. Donc il reste juste que des problèmes matériels à régler et nous espérons que dès cette année, le déploiement commence pour s'achever l'année prochaine. Monsieur le ministre, la dernière question. Qu'est-ce que le citoyen lambda gagne avec ce retour de la BAD à Abidjan? Alors il faut savoir que la banque n'est plus la même. Lorsque la banque partait d'Abidjan, elle avait un effectif d'à peu près 1000 employés. Là, ce sont 1700 familles qui reviennent, avec tous les emplois que cela va créer. On m'indiquait que la banque dépensait à peu près 300 milliards donc, de francs CFA au moment où elle partait en ce qui concerne les injections directes donc, de financement dans l'économie à travers les salaires qui étaient attribués. Il faut considérer que c'est à peu près le double. Mais au-delà de ça, c'est une institution qui a pris du volume, qui est importante aujourd'hui, une institution de classe internationale, un AAA, et qui compte. Il y a 78 pays qui sont membres de la banque, dont les 54 États africains. Et les autres sont des États non africains, donc qui sont représentés au conseil d'administration. Donc c'est tout ce monde qui arrive et qui non seulement va contribuer donc, à redorer davantage le blason donc, du pays, mais va aider à créer des emplois et puis tous les investissements que nous pourrons avoir beaucoup plus facilement parce que le dialogue entre le pays et la banque seront des dialogues beaucoup plus étroits. Merci à vous, M. Amadou Koné. Je rappelle que vous êtes administrateur de la BAD pour la Côte d'Ivoire. Avec vous, on a parlé du retour de l'institution à Abidjan. Pour terminer sur ce sujet, je rappelle que la mission de consultation d'un groupe d'administrateurs de la BAD démarre demain et prend fin le 3 mars prochain. Dans un autre registre, après le succès de la première opération de désarmement et de démobilisation, l'autorité en charge de la question, l'ADDR, a entamé aujourd'hui, et ce jusqu'au 23 mars prochain, la deuxième opération de démobilisation, de désarmement et de démobilisation. Elle concerne 2000 ex-combattants en vue de leur réintégration dans le corps des agents des douanes ivoiriennes. Pour cette première journée, 206 ex-combattants ont été désarmés et démobilisés en présence du ministre belge de la Défense. C'était au camp de l'ex-3e bataillon d'infanterie d'Aniama en présence d'Abou Sanogo. Peter Krem, ministre belge de la Défense en visite sur le site du camp de l'ex-3e bataillon d'Aniama. Objectif, soutenir l'opération de désarmement, de démobilisation et de réintégration de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants ADDR. Nous soutenons toute initiative qui peut vraiment recadrer un système institutionnel et notre présence ici veut témoigner de cette volonté. Pour cette opération, ce sont 106 ex-combattants qui seront désarmés et démobilisés en vue de leur réintégration directe dans le corps des agents de douane. Ils ont obéi aux critères de l'âge, 18 à 35 ans,
des diplômes, au moins le BEPC et des aptitudes physiques constatées après une visite médicale effectuée sur différents sites. C'est une réalité, ils ne vont pas les doubler pour dire non, quand ils vont déposer les armes, c'est fini. Donc j'invite tous les autres à déposer les armes. Ils sont venus déposer les armes, voilà. C'est vraiment la joie, quoi. Venez déposer les armes et puis assurer vraiment votre chance aussi. Ce processus de désarmement et de démobilisation mis en place par l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants concerne 2000 ex-combattants qui remplissent les conditions et les critères imposés par la Direction générale des douanes. Il se veut consensuel et transparent. Le processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration est un processus inclusif. Il concerne tout le monde, tous les groupes cibles. Ex-miliciens, ex-groupes d'autodéfense, ex-FAFN, ex-associés sont concernés par le désarmement. Ces 106 ex-combattants seront envoyés sur 2 sites de formation. Le 1er bataillon du génie civil et le 3e bataillon de Boaké. Ils bénéficieront d'une formation commune de base d'une durée de 30 jours dispensée par un groupement d'instruction des forces républicaines de Côte d'Ivoire et d'une formation théorique dispensée par des encadreurs de l'école des douanes ivoiriennes pendant 15 jours. On parle aussi humanitaire dans cette édition. La présidente fondatrice de Children of Africa, Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, a offert il y a quelques jours plusieurs quantités de vivres et non-vivres à la pouponnière et à la maison de l'enfance à Boaké. Le compte-rendu de Viviane Haïm. Marraine de tous les enfants de Côte d'Ivoire pour lesquels elle n'a de cesse de multiplier les actes d'amour, la présidente fondatrice de Children of Africa, Mme Dominique Ouattara, a une nouvelle fois fait parler son cœur pour les enfants de la pouponnière et de la maison de l'enfance à Boaké. Elle a envoyé une délégation de sa fondation visiter les jeunes pensionnaires de ces 2 structures spécialisées dans l'encadrement et l'insertion sociale des enfants démunis. La délégation, conduite par Mme Chantal Poiti, a offert aux enfants de la pouponnière de Boaké une machine à laver, des ventilateurs, des bassines, des seaux, des baignoires pour bébés, des serviettes de bain, des draps de lit, des biberons, des couches, des cartons de lait pour bébés, des jouets, ainsi que plusieurs autres provisions. À la maison de l'enfance de Boaké, la délégation de Children of Africa a offert plusieurs quantités de vivres, du matériel d'apprentissage, des équipements sportifs, des jeux éducatifs. La représentante de Mme Dominique Ouattara, Mme Chantal Poiti, a tenu à rappeler aux responsables de ces centres et aux encadreurs l'importance que la présidente fondatrice de Children of Africa accorde au bien-être des tout-petits, rappelant que c'est fort de cette préoccupation que Mme Dominique Ouattara a créé en 1998 son ONG humanitaire qui, depuis cette date, n'a jamais cessé de voler au secours des populations et des personnes démunies. Contribuer à la lutte contre l'impunité et répondre aux besoins de justice des populations meurtries par la crise post-électorale ivoirienne, tel est le combat mené par l'APDH, l'Action pour la protection des droits humains, qui a présenté hier son dernier rapport. C'était au siège de l'organisation à Djamé 220 logements. Les explications de Maïsako. Le rapport intitulé « La justice nous a oubliés » révèle des témoignages de victimes, parents de victimes et de témoins recueillis dans 11 localités de la Côte d'Ivoire où, selon ses auteurs, la politique de réparation de l'État n'a pas satisfait toutes les victimes de la crise ivoirienne. Nous avons investi notamment à Abidjan et puis dans une certaine mesure Dieucoué. L'action de l'APDH vise donc à documenter ces faits, à les porter à la connaissance des autorités en charge du processus et même à aller plus loin, à accompagner judiciairement ces victimes. Une des localités investies est celle d'Anokwakouté dans la commune d'Abobo. Ici, l'heure est au pardon et à la réconciliation après les violences commises dans ce village lors de la crise post-électorale. À la survenue de ces événements, nous avons entrepris par nous-mêmes de rencontrer tous les chefs coutumiers qui sont dans les 8 ou 9 quartiers qui composent le village. Et le message est passé. Nous avons réappris à vivre ensemble. Nous avons même produit un code de bonne conduite guidé par la PDH que nous avons distribué à tous les chefs de communauté. Mais les blessures liées à la crise sont encore fraîches et les habitants de cette localité s'en souviennent avec beaucoup d'amertume. Les victimes qui s'inscrivent dans un contexte de sortie de crise demandent tout de même à être prises en compte dans la politique d'indemnisation du gouvernement ivoirien. L'Action pour la protection des droits de l'homme a déjà constitué une équipe de juristes et entrepris d'autres actions
en vue de faire valoir leurs droits à ces victimes de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. En bref, pour ces actions, sachez que l'APDH vient de recevoir le prix des droits de l'homme de la République de France pour l'année 2012, qui lui a été décerné donc pour ses efforts pour les droits de l'homme qui ont été ainsi salués. Ce prix vient récompenser les différents rapports publiés sur les victimes de la crise post-électorale. Autre information en bref, le secrétaire général du Front populaire ivoirien FPI, Laurent Akoun, devrait être libéré demain 28 février après 6 mois de détention, mais il sera assigné dans sa région d'origine, à Memni, près d'Abidjan, pendant 1 an. Troisième et dernier titre de ce 20h, à la veille de sa démission historique, le pape Benoît XVI a été acclamé par une foule chaleureuse aujourd'hui au Vatican. Il a assuré que Dieu ne laisse pas couler la barque de l'Église. À cette occasion, Benoît XVI, à bientôt 86 ans, a détaillé les grandes étapes de son pontificat. Il a surtout remercié pour ses presque 8 années de pontificat, confiant ressentir en lui une grande confiance. On rappelle l'information principale, l'ouverture aujourd'hui du 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. 17 chefs d'État participent à ce sommet qui prend fin demain. 14 sur les 15 chefs d'État de la CEDEAO sont présents à Yamoussoukro, un absent le Cap-Vert. Prennent part aussi à ce sommet 3 chefs d'État hors CEDEAO, les présidents du Tchad, du Burundi et de la Mauritanie. Ils prennent tous part à ce sommet ouest-africain avec en toile de fond la situation au Mali, la transition bissau-guinéenne et le renouvellement des instances de l'organisation. Les travaux se poursuivront demain. Les chefs d'État et de gouvernement sont à huis clos depuis l'ouverture de ce sommet. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.